Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine 2 de notre cours de français. Euh, cette semaine, nous allons commencer véritablement notre exploration du monde francophone. Nous allons discuter de l'évolution historique et culturelle des termes, la francophonie et le monde francophone. Nous allons aussi examiner la structure des organismes qui gouvernent et qui mettent en relation les pays, les régions et les cultures du monde francophone. Vous le savez certainement, le monde francophone, il est immense. Il regroupe des pays, des régions et des cultures très diverses. C'est pourquoi il est essentiel, c'est pourquoi il est absolument essentiel de bien comprendre l'évolution de l'idée du monde francophone avant d'explorer la notion de la francophonie elle-même et ce qu'elle représente pour les différentes régions du monde. Il est également essentiel de comprendre comment sont structurés les organismes qui relient ces régions entre elles, pour ensuite voir comment ils représentent la diversité de cette entité en perpétuelle évolution. Donc, à la fin de cette semaine, vous serez capable de identifier les différentes définitions de la francophonie. Donc, la francophonie avec un F majuscule et francophonie avec un F minuscule. Discuter de l'évolution historique et culturelle de l'idée et du monde francophone. Identifier et discuter des entités gouvernantes et consultatives qui interagissent au sein du monde francophone. OK? Et bien évidemment, identifier certaines complexités liées à la francophonie telle qu'elle existe. Nous prendrons ici l'exemple de la Belgique. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer notre leçon de la semaine. Donc, alors, la francophonie, c'est quoi exactement? Donc, c'est la question à laquelle nous allons répondre au cours de cette leçon. Donc, nous allons partir euh, de la France et de l'Europe, puis élargir progressivement notre regard vers, disons, l'ensemble du monde francophone. Et donc, à votre avis, euh, c'est quoi, à votre avis, c'est quoi la francophonie? Donc, avant de vous donner des définitions toutes faites, je veux que vous réfléchissiez vous-même. Donc, comment est-ce qu'on pourrait définir ces deux termes, la francophonie avec une minuscule et la francophonie avec une majuscule? Prenez un moment. Pourquoi, à votre avis, faudrait-il distinguer entre ces deux idées? Qu'est-ce qui change quand on passe d'une lettre minuscule à une lettre majuscule? Gardez vos réponses, notez-les. Et déjà, je tiens à vous rappeler que les diapositives avec l'astérisque, comme vous pouvez le constater ici, cela signifie que vous devrez répondre à, disons, les réponses aux leçons de la semaine. Donc, toutes les diapos avec l'astérisque, vous allez répondre à ces questions dans les réponses à notre leçon. OK? Cela me permet bien évidemment de pouvoir contrôler qui a regardé la vidéo, qui ne l'a pas regardée, et surtout pour vous aussi d'avoir un certain suivi de ce que nous apprenons ici et ce que nous sommes en train de faire. À votre avis, euh, comment est-ce qu'on pourrait définir les termes la francophonie avec une minuscule et la francophonie avec une majuscule? Donc, prenez un moment euh, et pensez-y. Pourquoi, à votre avis, faudrait-il distinguer entre ces deux idées? Qu'est-ce qui change quand on passe d'une lettre minuscule à une lettre majuscule? Et voilà pour bien illustrer en fait
le, ce dont nous allons discuter au cours de cette leçon, donc Destination le monde. Vous allez cliquer et regarder cette vidéo. Pendant que vous la regardez, notez au moins trois faits qui vous marquent. Pourquoi les avez-vous trouvés remarquables? Cette vidéo va vous donner un premier aperçu visuel de l'étendue géographique et culturelle du monde francophone. Donc, gardez cela en tête car nous allons structurer toute la suite de la leçon autour de cette diversité. OK? Et bien sûr, vous répondrez à vous répondrez à ces questions dans rapport des réponses à la leçon. Donc, revenons à, disons, notre définition de la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie? Euh, pour cela, nous allons en fait remonter, euh, revenons, disons, à l'histoire du terme. Revenons à l'histoire du terme. Parce que c'est en 1880 que le géographe français, Onésime Reclus, introduit pour la première fois les mots francophone et francophonie dans son ouvrage France, Algérie et colonie. Donc, pour lui, la francophonie désigne simplement l'ensemble des régions du monde où l'on parle français. C'est une définition purement géographique et linguistique. Donc, mais comme nous allons le voir, cette définition, elle va évoluer au cours du temps. Donc, comme je le disais, selon Onésime, c'est l'ensemble des régions où l'on parle français. Donc, mais aujourd'hui, la définition s'est considérablement enrichie. La francophonie maintenant désigne, on peut parler d'un ensemble de peuples, d'un ensemble des États et des régions qui parlent français. OK? Mais le français peut avoir plusieurs statuts différents selon les endroits. Le français, il peut être langue maternelle pour certains. Le français, c'est leur langue maternelle. Il peut être une langue officielle, OK? Telle que celle des institutions et du gouvernement. Il peut être une langue de culture, celle de la littérature française, celle de la littérature, de l'enseignement, des arts, euh, ou encore tout simplement langue quotidienne, mais de façon seulement partielle ou épisodique dans certains pays. C'est important. Donc, on n'a pas besoin de parler français tous les jours ou de l'avoir comme langue maternelle pour appartenir en fait à cet ensemble francophone. Donc, la francophonie, elle est multiple dans son usage. OK? Donc, essayons d'explorer ici les trois définitions de la francophonie. Donc, faisons donc le point. On peut résumer ce que nous venons de voir en trois définitions distinctes. Donc, premièrement, tel que Onésime l'avait défini, donc une définition géographique et linguistique. Donc, un ensemble des régions où l'on parle français. Ça peut également être comme la définition institutionnelle. euh, ça, donc, ici, la définition institutionnelle, c'est avec la majuscule. OK? Soyons, disons, un peu plus clairs ici. Donc, euh, quand l'on parle de francophonie, euh, donc, comme une définition géographique et linguistique ici, donc c'est dans l'ensemble des régions où l'on parle français, c'est la francophonie avec une minuscule. OK? Maintenant, la définition institutionnelle avec la majuscule, elle, par contre, renvoie au gouvernement et aux organisations officielles
notamment l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. OK? Donc, soit disons pour un peu scinder la chose, retenons que la francophonie avec un F minuscule ici rejoint, disons, la définition de Nésime qui serait, ce serait euh, une définition géographique et linguistique dans l'ensemble des régions où l'on parle français. Francophonie. Et puis, maintenant, la définition institutionnelle, cette fois-ci avec la majuscule, qui renvoie au gouvernement et aux organisations officielles incluant notamment l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, et une définition plus large, presque philosophique, que l'on donne aussi à la francophonie, c'est celle, en fait, et c'est celle que je préfère, c'est celle d'une communauté d'esprit, si on peut, une communauté d'esprit. Pour reprendre, en fait, les mots de Senghor. Senghor l'a défini comme c'est une communauté d'esprit qui dépasse les frontières géographiques et politiques. OK? Durant notre leçon, gardez ces trois axes en tête durant toute la leçon, c'est-à-dire que la francophonie comme euh, définition géographique et linguistique, juste comme l'ensemble des régions où l'on parle français. Et puis, on a la définition institutionnelle ici avec la majuscule qui renvoie au gouvernement et aux organisations officielles, notamment l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie, et une définition, disons, plus large, celle d'une communauté d'esprit, pour reprendre les mots employés par Senghor, c'est-à-dire une communauté qui dépasse les frontières géographiques et politiques. OK. Donc, revenons donc au le système francophone. Nous parlons du système francophone que font ces organisations différentes. Puisque nous avons déjà évoqué la dimension institutionnelle de la francophonie, voyons maintenant concrètement comment cette francophonie avec un grand F, OK, est organisée. Donc, nous avons ici la liste des principales organisations et instances telles que l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence intergouvernementale de la francophonie, l'AIF, l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Nous avons des médias tels que TV5, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la conférence ministérielle de la francophonie, le conseil permanent de la francophonie. Ça fait beaucoup de cycles, je sais, donc entre l'OIF, l'AUF, l'APF, le CPF. Ça fait beaucoup de cycles, de sigles, mais ne vous inquiétez pas, nous allons discuter, nous allons les prendre, disons, un par un. Oui. Donc, le système, le système francophone. Donc, l'Organisation internationale de la francophonie, nous allons commencer par elle. C'est en fait c'est l'organe politique de la francophonie. OK? L'OIF, c'est l'organe politique de la francophonie. Elle donne la position officielle de l'ensemble de ses membres sur la scène internationale. Et elle a elle-même un statut d'observateur auprès de l'ONU. C'est donc elle qui représente institutionnellement les 56 membres et les 19 observateurs que nous avons mentionnés plus tôt. Donc, nous avons parlé de l'Organisation internationale de la francophonie, plus l'Agence intergouvernementale de la francophonie. À côté de l'OIF, nous avons l'Agence
intergouvernemental de la francophonie, l'AIF, son rôle est plus, disons, opérationnel. OK? L'AIF met en pratique les décisions prises par les chefs d'État. Elle mène des actions de coopération en faveur du développement et elle fait la promotion de la langue française et des cultures francophones à travers le monde. Donc, en fait, pour résumer, l'OIF décide et représente pendant que l'AIF met en œuvre. OK? Euh, nous, ex- OK, parlons maintenant de la prochaine instance qui est l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. OK? L'Agence universitaire de la francophonie, elle renforce la coopération entre les universités francophones du monde entier. Donc, c'est un réseau académique, en fait, qui permet des échanges, des partenariats de recherche et une circulation, disons, des savoirs en français. OK? C'est des instances, disons, académiques qui permet ainsi des échanges, des partenariats de recherche, etc. Donc, TV5. Par contre, nous avons, oui, l'AUF et TV5. En plus de l'AUF, il y a TV5, OK? Sans doute, je dirais ici que TV5, c'est l'organisme le plus visible pour le grand public. Parce que TV5 diffuse, c'est un média, il diffuse des programmes francophones partout dans le monde. Vous avez TV5 Amérique, TV5 aux États-Unis, TV5 Afrique. TV5 Monde, qui diffuse des programmes francophones partout dans le monde. C'est en fait TVC, c'est la vitrine, je dirais, médiatique et culturelle de la francophonie. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu en apprenant le français. C'est un très, très bon outil également pour apprendre le français. Euh, donc, TV5, si vous pouvez regarder, vous pouvez apprendre le français avec TV5. C'est vraiment un très bel outil pour apprendre le français. OK. Donc, le prochain ici, OK, c'est, disons, l'Agence universitaire de la francophonie qui renforce la coopération entre universités francophones. Nous avons parlé du TV5 qui diffuse des programmes francophones partout dans le monde. Et puis, nous avons l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, l'APF, c'est une assemblée, disons, à vocation consultative. Hein, OK? Elle rassemble des parlementaires des pays membres pour discuter, échanger et faire des recommandations. Mais en fait, l'APF elle n'a pas un pouvoir exécutif, sans pouvoir exécutif direct. OK? Donc, l'APF, pour résumer, rassemble, disons, des parlementaires des pays membres pour généralement discuter, échanger et faire des recommandations. La prochaine institution ici, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. OK? Donc, ici, passons maintenant aux instances, disons, les plus politiques. Nous avons la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'instance suprême de la francophonie. C'est elle qui, en fait, définit les grandes orientations politiques. Elle se réunit généralement tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle le sommet de la francophonie. Donc, le sommet de la francophonie se tient généralement chaque 2 ans et elle rassemble, en fait, euh, euh, elle rassemble, disons, des chefs d'État et de gouvernement, en fait, des instances suprêmes de la francophonie. Donc, je disais entre-temps que la conférence
on a également la conférence ministérielle de la francophonie. Donc, en dessous de cette conférence des chefs d'État dont nous avons parlé ou qui les réunit tous les 2 ans pour le sommet de la francophonie, nous avons la conférence ministérielle de la francophonie. Euh, Elle est composée des ministres des Affaires étrangères ou des ministres en charge de la francophonie dans chaque pays membre. OK? Le rôle de la conférence ministérielle de la francophonie, c'est de assurer l'exécution des décisions prises lors des conférences des chefs d'État. OK? Donc, les décisions prises pendant les sommets de la francophonie, la conférence ministérielle de la francophonie, elle, se charge d'assurer l'exécution des décisions prises lors de ces conférences. Alors, le Conseil permanent de la francophonie, enfin, disons, le Conseil permanent de la francophonie, CPF, réunit les représentants personnels des chefs d'État. C'est en quelque sorte le lien de travail quotidien entre les sommets biennaux. Donc, la structure qui assure la continuité entre les grandes conférences. OK? Disons, en gros, voilà donc toute l'architecture, si je peux appeler ainsi, toute l'architecture institutionnelle de la francophonie, de l'organe politique suprême jusqu'aux agences de mise en œuvre, en passant par les instances consultatives et médiatiques. Alors, la complexité de la francophonie. Euh, En fait, revenons un peu dans la définition, disons, de Senghor. Comment est-ce que Senghor décrit, disons, la langue française? Maintenant que nous avons vu la structure, arrêtons-nous sur, disons, la complexité de cette notion qu'est la, disons, de francophonie. Alors, Senghor d'un côté, il l'appelle, disons, Senghor définit la langue française, et d'un côté, il l'appelle un outil merveilleux, mais il reconnaît aussi qu'elle peut être vécue comme un signe d'aliénation par d'autres. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on doit l'admettre, le français dans le monde est aussi le résultat, je dirais, d'une histoire expansionniste, une histoire d'impérialisme et du colonialisme, une histoire d'exil et de l'immigration. OK? Disons, quand je parle d'exil et d'immigration, je vais prendre ici l'exemple des Acadiens du Québec ou de la Louisiane. En parlant de, bien sûr, quand on regarde l'héritage, disons, colonial linguistique qu'a reçu l'Afrique par exemple, qui, bonne partie, disons, dans l'Afrique francophone, ont pour disons, je dirais langue nationale, oui, le français. Ils utilisent le français comme première langue. Non, c'est pour cela que, disons, la francophonie ne peut pas être réduite, disons, à une seule histoire, euh, elle, ni à une seule expérience. Parce que le français aujourd'hui est, disons, je dirais une langue décentrée. C'est-à-dire qu'elle n'appartient plus à un seul centre géographique ou culturel. Le français, et le français, il est en perpétuelle redéfinition. Donc, c'est un mouvement centrifuge qui a succédé à un mouvement centripète. Disons, l'Hexagone lui-même est aujourd'hui redéfini par la diversité francophone qui l'entoure. Euh, donc, après, disons, ce détour historique, je dirais, je l'appellerais ici ce détour, après, disons, ce détour par l'histoire et la complexité de la notion. Revenons un tout petit peu à la géographie et plus précisément à l'Europe francophone.
donc en dehors de l'Hexagone. OK? Euh, regardons, disons, euh, cette carte. Disons, revenons à, disons, à la géographie. Donc, regardons cette carte. En dehors de la France, disons, l'Europe francophone comprend la Suisse, le Val d'Aoste, pour les vallées d'Aoste, le Val d'Aoste, la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg et Monaco. OK? Donc, une question, comment ces gouvernements sont-ils différents les uns des autres? Donc, pensez-y un tout petit peu avant de continuer. OK? Donc, comme je disais, nous avons la Suisse, le Val d'Aoste, la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, Monaco. Et donc, comment, disons, tous ces gouvernements sont-ils différents? Alors, nous allons commencer d'abord par la Belgique. La Belgique, en fait, ici, c'est une monarchie parlementaire. Euh, le Luxembourg qui également est euh, le Luxembourg et Monaco, qui sont aussi des monarchies, mais constitutionnelles. Disons, le Luxembourg et Monaco sont des monarchies constitutionnelles. La Belgique est une monarchie parlementaire. Donc, quelle est la différence, à votre avis, entre une monarchie parlementaire et une monarchie constitutionnelle? Réfléchissez-y. La nuance, elle est vraiment très subtile, mais elle est importante pour comprendre la répartition du pouvoir dans chacun de ces systèmes. Alors, le, le Luxembourg et Monaco, disons faisons récapitulatif des systèmes politiques. Nous avons dit le Luxembourg et Monaco sont des monarchies constitutionnelles, la Belgique une monarchie parlementaire, le Val d'Aoste donc en Italie qui est une autonomie en fait linguistique et culturelle au sein de l'Italie, la Suisse qui est une démocratie parlementaire. Vous voyez donc que même en Europe francophone, il n'y a pas un seul modèle politique. La diversité politique et la diversité politique accompagne la diversité linguistique et culturelle. Donc, passons maintenant les langues. Des langues les langues qui sont parler dans ces pays. C'est l'une de vos réponses à, à la leçon de la semaine. Donc, les langues. En Belgique, bien sûr, on parle. Quelles sont les différentes langues parlées en Belgique? En Belgique, on parle le français, le flamand et l'allemand. Et donc, oui, on a la Belgique flamande, on a, disons, la Belgique française, puis on parle aussi allemand. En Suisse, bien évidemment, aussi, nous avons le français, l'allemand et l'italien qui sont parlés en Suisse, au Luxembourg, le français, le luxembourgeois et l'allemand. Dans le Val d'Aoste, nous avons, disons, le français et l'italien. Vous remarquez que dans chacun de ces cas, le français coexiste avec au moins une autre langue officielle ou régionale. OK? Et ce plurilinguisme, c'est une caractéristique essentielle, disons, de l'Europe francophone. Donc,
Voici les différentes réponses aux les langues parlées dans ces différents pays, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et puis le Val d'Aoste. Pour, pour continuer, disons, euh, un regard de plus près, disons, pour la Belgique, et nous allons euh, parler de Jacques Brel. Donc, nous allons nous concentrer sur un seul de ces pays pour l'étudier, disons, un tout petit peu la Belgique, à travers notamment la figure de Jacques Brel. OK? Donc, voici, disons, une image. Là, nous avons une image de la Belgique au sein de l'Union européenne. OK? Euh, dans l'un des documents que vous avez à préparer pour la semaine, rappelez-vous ce que vous avez lu dans le document Bruxelles comme laboratoire francophone. Nous allons nous appuyer sur cette lecture dans les diapositives qui suivent. Donc, la Belgique et l'Union européenne. Bruxelles n'est pas seulement la capitale de la Belgique. Bruxelles, c'est aussi la capitale de facto de l'Union européenne. Donc, cette position centrale en fait un véritable, disons, carrefour linguistique et culturel, un laboratoire où se rencontrent différentes langues de l'Union européenne, le français, le flamand et de nombreuses autres langues et cultures européennes se rencontrent disons, à Bruxelles, en Belgique. Donc, ici, écoutons maintenant ensemble la chanson Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Je vous laisse le soin d'écouter la chanson de Jacques Brel, qui est un artiste belge et qui incarne en merveille ce lien franco-belge dont nous avons parlé au cours de cette leçon. Vous avez les textes complets sur GoView dans le content de la semaine. Vous avez ces textes disons, les paroles de la chanson de Jacques Brel. Donc, pendant que vous écoutez et puis répondez, pendant que vous écoutez cette chanson, répondez bien évidemment aux questions suivantes. Repérer les titres, combien de fois est-il répété dans la chanson, quel effet cette répétition produit-elle, lisez les textes, qu'en comprenez-vous globalement, retrouvez les vers où le poète parle de l'amour partagé, cherchez les verbes, les déterminants possessifs. Et pour le poète, qu'est-ce que l'amour apporte? OK? Par exemple, au vers 37 à 40, à quel domaine renvoie l'image du canon? Quelle arme le poète oppose-t-il à la violence? Et enfin, remarquez-vous des liens entre l'usage de la musique comme lien social à l'époque de Jacques Brel et puis son usage aujourd'hui. OK? Donc, vous allez à rendre avec, bien sûr, le reste des questions, des réponses à la leçon de la semaine. Donc, la Belgique anglophone. Donc, vous allez cliquer et lisez. Quelle est l'hypothèse de Philippe Van Paris que constate Louise Amélie Cougnon. Donc, c'est en fait une dernière réflexion avant de conclure cette leçon. Donc, lisez le document proposé ici et répondez à deux questions. Quelle est l'hypothèse de Philippe Van Parijs et que constate Louise Amélie Cougnon? Donc, ces deux chercheurs nous poussent en fait à interroger l'avenir même du français en Belgique face à la montée de l'anglais comme langue de communication internationale. Est-ce que cela remet en question la francophonie belge?
C'est une question ouverte et j'aimerais que vous y réfléchissiez et que vous répondez à cela. Ce problème ne se pose pas seulement en Belgique. Au Canada, disons au Québec, Canada francophone, la même question s'y pose. Quelle est la place du français face à la montée de l'anglais comme langue de communication internationale dans beaucoup de pays où le français comme le français comme langue officielle, la question s'y pose, le problème s'y pose. Donc, répondez, j'aimerais que c'est une question ouverte et j'aimerais que vous y, en fait, réfléchissiez. Ok. Donc, et voilà, euh, nous arrivons à la fin, disons, de notre leçon. Qu'en pensez-vous? Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les questions posées au début sur la différence entre la francophonie et francophonie minuscule, francophonie majuscule. Voyez si vos réponses ont évolué maintenant que nous avons exploré ensemble l'histoire du terme, la structure institutionnelle, la complexité culturelle et politique du monde francophone. Euh, Nous avons vu cette complexité directement à travers l'exemple de la Belgique, où le français cohabite avec le flamand et puis l'allemand. Donc, essayons de réfléchir à ça et puis n'oubliez pas de soumettre toutes vos réponses à la leçon dans un seul document. Et vous allez bien sûr euh, soumettre vos réponses dans le- l'endroit prévu pour cela, dans la boîte des dépôts avant dimanche 30 août. OK? Avant dimanche. Et pensez bien sûr à publier sur le cahier francophone avant mercredi 26 août. OK? Avant le mercredi, pensez à publier sur disons, le cahier francophone et puis et puis répondez aux camarades avant dimanche. D'accord? Et bienvenue à nouveau dans notre classe de français et à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, euh, contactez-moi et je suis à votre disposition. Donc, à la semaine prochaine et puis bonne semaine à vous. Au revoir.